Bonsoir, il est 22h. Merci de nous rejoindre à poursuivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce soir. Nous revenons ce soir à la visite hier du président de la République dans la région nord du pays à Tajoura pour l'ouverture de la route Tajoura-Balhou. Et dans l'actualité internationale, début de la campagne électorale britannique au Royaume-Uni. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La journée était chargée pour le chef de l'État Ismaël Marguilé hier avec successivement l'inauguration de la route Tajoura-Balhou, le lancement de la construction de la route Bouli-Adeilou-Dafeinaïtou, enfin la visite du port de Tajoura avant de regagner la capitale. Le chef de l'État est arrivé en premier à Dora pour l'inauguration de la route Tajoura-Balhou, où les forces armées présentes dans la ville blanche sous les ordres du colonel Ali Shahim lui ont réservé un accueil avec plus que symbolique, piquet d'honneur, fanfare, tous dans le même rythme. برسلم برسة الدراعلي أيونتي ما علن كابنا عيدادي ما علن كابنا أيونتي ما علن كابنا عيدادي ما علن كابنا La population a accueilli le chef de l'État accompagné d'une forte délégation à bras ouverts dans une ambiance de joie et de festive. L'inauguration de la route Tajoura-Balhou traduit le désenclavement, l'amélioration et l'accès routier dans une perspective de promotion socio-économique d'une longueur de 120 km. L'axe routier Tajoura-Balhou, la route nationale U11 va compléter le corridor nord avec le port de Tajoura. Après Dora, en marge de la grande cérémonie de la route Tajoura-Balhou, le chef de l'État, toujours accompagné d'une forte délégation, a pris la direction du village de Boli, dans la sous-préfecture de Randa, où il a posé la première pierre dans le coup d'envoi des travaux de construction des voies bitumées Bouli-Adeilou, Dafeinaïtou, longue de 31 km. Ces voies vont désenclaver la grande région de Waima et facilitera la circulation des biens et des personnes, le transport des produits agricoles vers des marchés urbains. Eh bien, l'inauguration de la route Tajoura-Balhou, retransmise en direct hier sur les antennes de la radio-télévision de Djibouti, a vu la participation des nombreux officiels du pays, dont les membres du gouvernement et des autorités civiles et militaires. Dans les réactions que nous avons recueillies, les participants ont souligné l'impact positif de la route Tajoura-Balhou. Je vous propose de suivre. Pour nous aujourd'hui, un grand honneur de participer à cet important événement qui marquait l'inauguration de la route reliant notre pays à la République d'Éthiopie. Cet événement, sans doute, va permettre aux deux pays le développement commercial et renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui relient nos deux peuples frères. Ça va renforcer davantage. Il existait déjà et ça va renforcer davantage cette vision de la redynamisation du corridor qui a été au cœur de la politique du gouvernement. Depuis son arrivée à l'accession au pouvoir, le président et chef du gouvernement de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donné la priorité au développement infrastructures routières, portières, aéroportières.
Et aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette politique qui s'affiche de jour en jour. Et nous sommes vraiment très heureux. Et je tiens à remercier particulièrement, à rendre un hommage particulier au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son effort inlassable pour le développement de notre région. Eh bien, donc, la population de la région de Tadjoura s'est fortement mobilisée à Bouli pour assister au lancement des travaux de construction de la route qui va donc désenclaver toutes les localités de Wehema. Et sur ce, écoutons cette réaction. La région de Adaïlou à cet axe, à ce corridor. La route Tadjoura-Balhou est aujourd'hui terminée et le président va procéder à l'inauguration, à l'ouverture officielle de cette voie. Quant à la voie qui va relier la région ou la sous-préfecture de Adaïlou à cet axe, il va être procédé aujourd'hui à la pose pierre. C'est une sous-région rurale qui se développe ces dernières années avec l'émergence des activités agricoles, agro-pastorales, mais aussi d'autres activités. C'est la première pierre de la route qui relie Boli, Adaïlou, Dafenetou. Cet événement est placé sous l'égide du président de la République qui va offrir de nombreuses opportunités pour la sous-préfecture d'Adaïlou. Pour cette belle initiative, nous tenons à remercier et à rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous a offert l'opportunité de désenclaver notre sous-préfecture. Comme vous le savez, la route, une fois sans route, il n'y a pas de développement. Comme vous savez, dans le cadre du projet Résilience financé par la Banque africaine, nous avons fait dans le sud le même type de projet qui a désenclavé la zone de Assamo. L'objectif de cette route, c'est de désenclaver les zones agricoles de Dafenetou et Grori dans le Grand Oued. Et en même temps, ça permettra à la région, notamment à la sous-préfecture d'Adaïlou, de se développer. Donc c'est une infrastructure vitale. Le coût de ces projets est estimé à environ 526 millions de francs Djibouti. L'entreprise qui va construire, c'est la grande entreprise chinoise China First Company. Et le bureau d'études de contrôle, c'est le bureau d'études mauritanien MCG Hydroterra. Et les travaux de cette réhabilitation vont durer environ 12 mois. Et Inch'Allah, après la réhabilitation, s'en suivra le bitumage tant attendu par la population du Grand Wehema. Eh bien, en marge de la cérémonie inaugurale de la route Tadjoura-Balhou, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diria, a effectué une visite d'inspection au poste de santé de Balhou, qui a récemment bénéficié d'une rénovation complète couplée par un rehaussement de sa capacité d'accueil et de prise en charge. Doté d'éclairage solaire, le poste de santé de Balhou est mieux outillé afin de répondre à la hausse de la fréquentation résultante de l'afflux inhérent à l'ouverture de cette nouvelle route. Accompagné de ses collègues, en l'occurrence le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ousmane Ibrahim Roblé, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diria, a supervisé le lancement de la plateforme DHS2 à Balhou qui, grâce à la connexion haut débit, permet d'effectuer le transfert sécurisé des données statistiques en temps réel. Ce nouveau projet servira essentiellement à collecter les données afin de les analyser en temps réel et de mettre à la disposition des décideurs et sous forme d'informations permettant de tirer des conclusions ou de prendre des décisions sur des bases factuelles. Ainsi, le ministre de la Santé et ses collègues ont assisté à une simulation de consultation directe faite par l'infirmier. Le directeur par intérim de la direction de l'information, M. Chehim Ibrahim Mohamed, a souligné sur nos ondes que le ministère de la Santé a entrepris plusieurs activités de modernisation de son système d'information sanitaire. Écoutons. Vous savez, Balhou se trouve dans la région nord. On va dire qu'on est à la frontière de la République de Djibouti. Et là, aujourd'hui, nous avons installé le DHS2 à Balhou, un poste vraiment éloigné, pour vous montrer que quand il y a connexion Internet, nous avons la possibilité de mettre en place une plateforme qui nous permet d'avoir des données en temps réel. Ceci, justement, les statistiques sanitaires est une priorité car c'est l'outil de la prise de décision au niveau du ministère de la Santé. Dans le temps, nous avions des registres qui nous permettaient en fait de collecter les données
Et ce registre venait à la centrale à un moment vraiment tardif, c'est-à-dire que ça prenait à peu près environ 30 jours. Aujourd'hui, grâce à la technologie et à la plateforme DHIS2, l'information est envoyée en temps réel directement à la centrale. Cela nous permet, en cas d'épidémie, de riposter et de préparer une riposte ou de contrôler l'épidémie qui se trouve dans notre région. Avec autant d'hôpitaux qu'il veut, tout cela dépend de ses besoins. Ça, c'est un autre outil qui est quand même efficace. Il pourra aussi en même temps suivre des cours, des mises à jour en fait, par rapport à des formations. Ils n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'à la capitale ou au chef-lieu pour pouvoir faire une petite mise à jour. En restant dans son poste, il aura la possibilité de suivre les cours, de s'instruire. Et cela est très important. Également, dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui au Salon d'honneur de la primature le nouveau représentant de la délégation de l'Union européenne et auprès de l'IGAD à Djibouti, M. Aidan Ouara. Au cours de l'audience, le Premier ministre a d'abord souhaité aux diplomates européens la bienvenue sur le sol djiboutien, rappelant que le diplomate de l'UE est en poste à Djibouti depuis le 15 septembre dernier. Les deux hommes ont par ailleurs abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a co-présidé avec l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillou, la cérémonie de lancement de la première formation à distance du Master 2 en stratégie internationale géopolitique et perspective, formation dont bénéficieront 12 cadres élèves du ministère et dispensée par l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques, et aussi en partenariat avec l'Institut des études diplomatiques et stratégiques du ministère des Affaires étrangères. On prépare à la cérémonie côté djiboutien le directeur de l'IE2, le directeur de relations bilatérales, le directeur de la communication ainsi que les bénéficiaires de cette formation. Côté français, le premier conseiller de l'ambassade de France, le directeur de l'IFAR ainsi que le conseiller de coopération ont participé à cette cérémonie. La coopération française a toute sa place. Je voudrais aussi féliciter les heureux admis. Je sais que les conditions n'étaient pas faciles, il y avait des conditions à remplir. Et je les félicite, admis à ce programme de formation, et de leur demander de vous engager, car l'avenir est devant vous. Et il est important de parfaire votre cursus universitaire avec l'expérience ici que vous avez eue dans vos fonctions. Et pour sa part, l'ambassadeur de France à Djibouti s'est réjoui du lancement de cette première formation. Il a saisi l'occasion pour souligner l'excellence des relations de coopération fructueuses existant entre nos deux pays. Il a tenu à exhorter également les bénéficiaires à suivre régulièrement les modules qui leur seront dispensés avec le plus grand sérieux. Écoutons l'ambassadeur de France à Djibouti. La cérémonie de ce matin est très importante puisqu'elle constitue le lancement officiel de la formation Master 2, Analyse et Stratégie internationale, au profit des cadres des différents ministères régaliens de la République de Djibouti. Cette formation à distance est opérée, comme vous le savez, par l'IRIS, un think tank et centre de formation français de renommée mondiale. Le directeur vient de remercier très chaleureusement tous les initiateurs, côté djiboutien, côté français, et je m'associe pleinement à ces propos. Il s'agit pour l'ambassade de France de lancer une coopération structurelle, structurante et substantielle avec le ministère des Affaires étrangères djiboutien. Cette formation, qui est la première d'un nouveau genre, va permettre à 12 cadres, alors on ne sait pas s'il faut les appeler cadres, étudiants, agents, en tout cas 12 heureux bénéficiaires, d'obtenir un diplôme, mais surtout une consolidation de vos acquis professionnels. Et ça, c'est un élément majeur
Aujourd'hui, on peut être diplômé à 20, 23, 25 ans, avoir une excellente formation. Il va de soi que quelques années après, on a toujours besoin de se former. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu tout d'abord à remercier l'ambassadeur de France pour avoir facilité le partenariat entre l'IE2 et l'IRIS. Il s'est ensuite félicité de ce partenariat qui aidera, a-t-il dit, l'Institut des études diplomatiques djiboutien à accomplir sa mission de formation. Écoutons. Persuadé que l'Institut des études diplomatiques profitera pleinement de l'expérience et du savoir-faire de l'Institut des relations internationales et stratégiques. À cet effet, un certain nombre d'équipements informatiques et de supports de données ont été attribués à l'UED et à travers l'UED à vous, cadres étudiants, ce qui va certainement vous permettre d'obtenir des formations et à l'UED de dispenser des formations de qualité avec des outils performants. Djibouti se félicite de ce partenariat parce que nous pensons que l'Institut des études diplomatiques pourra accomplir sa mission de formation, de recherche et d'études diplomatiques et stratégiques grâce à cette mobilisation des moyens adéquats, de synergie et de convergence de vues et de concertation et de partage d'expertise nécessaires au bon fonctionnement d'une telle institution. Par ailleurs, l'Institut des études diplomatiques compte organiser une série de séminaires, un peu plus d'une dizaine d'ici avril 2020, grâce au financement de l'Union européenne, que je tiens à remercier pour l'intérêt qu'elle porte à notre institution. Nous avons la conviction qu'il est essentiel de rester informé et au fait des mutations qui surviennent à travers le monde. L'échange de connaissances et de données fiables dans tous les secteurs de la vie économique, politique et diplomatique aiguise notre perception du monde et affine surtout notre approche et nos stratégies de lutte contre les grands fléaux des temps modernes. L'extrémisme violent sur fond de pauvreté et de chômage des jeunes, l'environnement et les impacts des changements climatiques, ainsi que les crises politiques et les instabilités durables que cela provoque sont autant de défis que nous devons surmonter dans notre sous-région. Et ce communiqué qui nous provient du ministère de l'Intérieur qui communique que la journée du dimanche 10 novembre sera fériée, chômée et payée. Cette fête correspond à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Une délégation koweïtienne du ministère des Affaires sociales séjourne à Djibouti depuis dimanche 3 novembre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Femme et de la Famille de Djibouti et le ministère des Affaires sociales du Koweït. Suite à la visite officielle de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouminat Hamad Hassan, au Koweït, cette délégation conduite par Mme Houda Saleh, directrice des ONG, après le départ de M. Abdelaziz Abdussalam, secrétaire général, eh bien, ils ont eu une réunion au sein du ministère de la Femme et de la Famille, au sein du siège de l'UNFD. Cette délégation conduite par Mme Houda a été accueillie par Mme Safia, directrice du centre de Kassaf. Elle a pu visiter les chambres des enfants, l'infirmerie, la crèche, les bâtiments qui est au stade de finition pour l'extension de la pouponnière. Il faut savoir que la pouponnière était au départ destinée pour 30 enfants et aujourd'hui elle abrite le triple. À la fin de la visite, Mme Salah a salué les réalisations de la première dame et présidente de l'UNFD et a souhaité un bon succès à ce centre. Cette même délégation a visité l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, où elle a été accueillie par la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Belil, ses collaborateurs et des femmes parlementaires. Ensuite, une prise de contact formelle avec tous les invités et délégations à visiter la cellule de écoute. Les responsables lui ont expliqué à cette délégation les missions de la cellule et les tâches qu'elle effectue depuis sa création. Elle a ensuite visité les salles de cours, la garderie, les formations en couture et en cuisine. Après cette visite guidée, elle a eu une réunion de présentation des réalisations de l'UNFD sous le leadership de la première dame et présidente de cette institution noble, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour l'émancipation de la femme par le biais des formations sur la lutte contre l'EMGF, les mutilations génitales féminines et l'analphabétisme. À la fin de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur vue de travailler ensemble. Cette même délégation a visité la cité Nassib.
conduite également par Mme Houda Saleh, directrice des ONG, et la telle est s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'Institut des formations prédicateurs. Après donc, le départ de M. Abdelaziz, cette délégation a visité la cité Nassib où il fut recueilli par le secrétaire général de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa. À la fin de la visite, la délégation a tenu une réunion au sein de l'antenne de l'UNFD avec la population ayant pris part la secrétaire générale de l'UNFD et des représentants du ministère de la Femme et de la Famille. Dans la journée du 4 novembre, les gardes-côtes djiboutiennes ont initié une opération de don de sang par les personnels de l'institution à l'hôpital général Pelletier. Il s'agit de la 6e opération de ce type durant cette année et c'est ainsi que 50 membres des personnels qui cette fois portés volontaires à participer à ce don de sang. Le sang recueilli sera mis à la disposition du centre national de transfusion sanguine où il sera stocké et utilisé pour les opérations de transfusion au profit de la population djiboutienne. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud, en collaboration avec le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, Idriss Ali Sultan, a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier de formation relative aux agents de l'enquête nationale de prévalence de l'handicap à Bandar Jadid. Un atelier qui a vu notamment la participation d'un conseiller technique chargé de la question de l'handicap du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Abdillahi Saïd, de la directrice de la prévention, de la communication et de la coopération à la NPH, Mouna Aboubakar Sadir, du conseiller ingénieur statisticien de l'INSD, Konaté Sekou, de M. Fouad Houch Sultan, l'atelier de formation pour les agents de l'enquête nationale de prévalence de l'handicap s'est tenu dans le but de présenter l'approche méthodologique préconisée, celle de Washington Group, par des experts pour mieux outiller les agents qui seront sur place. Que nous avions réalisé à l'époque en 2017, en décembre 2017, portant sur les personnes à besoins spéciaux vivant sur l'ensemble du territoire. Donc, cette enquête qui démarre fait suite ou s'inscrit dans la continuité de ces actions qui ont été entreprises dans le passé. Et le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, a indiqué dans son intervention que cette enquête aura pour principal objectif de mettre en place une nouvelle base de données statistiques sur l'handicap à Djibouti. Elle permettra, a-t-il précisé, essentiellement de mesurer le degré de prévalence du handicap à l'échelon national et régional. Elle vise à identifier les dimensions quantitatives et qualitatives des situations de handicap et leurs manifestations dans notre pays. Il a également tenu à évaluer l'accès des personnes handicapés aux structures de santé, l'éducation, l'emploi, à la vie citoyenne et aux différentes prestations sociales et aussi mettre en exergue les principaux obstacles qui bloquent leur accès à ce service. Il a conclu ses propos que les résultats de l'enquête permettront d'identifier avec précision les besoins des personnes handicapées et d'adapter ainsi leurs prestations selon ces besoins et attentes. L'actualité dans les régions de l'intérieur, dans la matinée du mardi 5 novembre, une délégation conduite par les secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et du secrétaire d'État à la décentralisation, respectivement Ifrah Ali Ahmed et Mohamed Issa Faraj, composés au cadre du ministère des Affaires sociales, de la décentralisation de la DDS, se sont rendus à la région de Dikil dans le cadre d'une réunion du comité régional du Programme national Solidarité Famille. Il est à noter que le comité du PNSF, présidé par le préfet Adan Daral Moussa, a vu la participation de plusieurs autres personnalités. Les discussions ont porté sur les prochaines étapes quant à l'extension du PNSF dans les localités de cette région. Bénéficiaires, parce que surtout dans les zones rurales, il y a beaucoup de nos compatriotes, bien sûr, qui se trouvent dans l'extrême pauvreté, mais on va essayer d'être le plus objectivement possible et de bien vouloir sélectionner ceux qui en ont besoin le plus, c'est-à-dire le plus vulnérable de nos compatriotes. Donc, soyez les bienvenus à Dikil et bon travail et merci. À la page nécrologique de cette édition, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jama' Farah Wabari, survenu hier matin à la ville de Tajoura,
Né en 64 au quartier 6, le défunt était un cadre du port de Djibouti où il a travaillé durant plus de 3 décennies. Tout dernièrement, le regretté Jama' Farah Wabari était chef de service technique du PAID, toujours au service de la nation. Le défunt, par son abnégation et par son expérience de travail, était sollicité pour des services au nouveau port de la Ville Blanche où il a rendu l'âme des suites d'une attaque cardiaque. Jama' Farah Wabari était un homme d'une sympathie hors du commun et très amical, donc amoureux de la culture, notamment les chants religieux. Il a également interprété un des morceaux de Rassaïd avec son meilleur ami de tous les temps, le Cheikh Omaradan Doxiye. Le défunt Jama' Farah Wabari était très apprécié. Il laisse derrière lui 2 veuves et de nombreux enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, cette fois à Saïd Ali Darar, décédé le 4 novembre 2019 à 19h à l'hôpital Al-Rahma, technicien supérieur en météorologie, responsable de la climatologie de l'Agence nationale de la météorologie, le ministère de l'équipement et des transports, donc à sa tête le ministre, et l'Agence nationale de la météorologie, à sa tête le directeur général Mohamed Ismaël Nour, et l'ensemble du personnel adresse donc à la famille, aux proches et amis du défunt donc ses plus sincères condoléances. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Moins d'une semaine après la visite de Vladimir Poutine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban accueille le président turc Recep Tayyip Erdogan. Viktor Orban a offert un leader turc un accueil sans réserve. Explication. Le chef du gouvernement hongrois avait été l'un des premiers dirigeants à féliciter le président turc Recep Tayyip Erdogan après sa réélection en juillet et l'un des rares responsables européens à assister à la cérémonie d'investiture de son second mandat à Ankara. Mais l'alliance entre les deux hommes s'est surtout renforcée depuis la crise migratoire et l'accord conclu par Erdogan avec l'Union européenne pour retenir les réfugiés en provenance de Syrie. La diplomatie hongroise, la seule dont l'Union européenne a depuis lors rapporté son soutien à Erdogan dans toutes ses démarches controversées. Les deux pays ont aussi des liens historiques. Une partie de la Hongrie était occupée par l'Empire ottoman pendant un siècle et demi. Le souvenir du conflit sanglant s'est effacé au profit d'une coopération culturelle. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur tous les